Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On va parler de moi un moment, et puis les gens vont passer à autre chose. Voilà ce qu'a dit Jean-Paul Belmondo la veille de sa mort, d'après l'un de ses amis, le réalisateur Jeff Domenech. L'acteur est mort à 88 ans, le lundi 6 septembre, chez lui, à Paris. 50 ans de carrière, près de 80 films, sans prétendre être exhaustif, Code Source vous raconte aujourd'hui pourquoi Belmondo était dans le cœur d'une grande partie du public en France. Récit d'Yves Jéglé du service culture du Parisien. Yves Jéglé, vous avez rencontré Jean-Paul Belmondo, c'était en 2015. Vous allez nous raconter cette interview qui vous a beaucoup marqué à la fin de ce podcast. Mais on a choisi de commencer ce récit en 1987. Le mardi 24 février 1987, Jean-Paul Belmondo revient au théâtre et avant la première au théâtre Marigny à Paris, il est rongé par le trac. Oui, c'est l'après-midi, il est déjà dans sa loge, mais il a encore plusieurs heures avant de jouer, donc il gamberge, il est dévoré. C'est la seule fois de sa vie d'ailleurs, parce que c'est un acteur qui n'avait pas le trac, et du coup, il pète un peu les plombs. Il prend sa voiture, pas n'importe laquelle, une Ferrari, il s'en va. Il prend l'autoroute de l'Ouest, il roule, sans savoir vers où, paraît-il à 220 km/h. Vous allez nous raconter la suite de cette anecdote. Mais d'abord, vous allez retracer le parcours de Jean-Paul Belmondo. Il est né le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine. Il grandit à Paris. Que font ses parents ? Alors ses parents sont artistes tous les deux. Son père est un sculpteur connu, Paul Belmondo, et sa mère est artiste peintre. D'ailleurs, ses parents se sont rencontrés aux Beaux-Arts. Donc c'est une famille à la fois cultivée, artistique, mais très bourgeoise. Quand il est enfant, puis adolescent, il est passionné de sport. Notamment de foot, où il est gardien de but, et plus encore de boxe, où là il en a fait, il a disputé des combats, il a même fait les championnats de France, où il est arrivé jusqu'en demi-finale, mais il a dit qu'il n'avait pas assez la haine et pas assez faim, il venait pas d'un milieu pauvre pour devenir boxeur, mais il avait une énorme admiration, et il en a gardé son nez cassé. Il décide finalement de se lancer dans la comédie, le théâtre. Ses parents sont d'accord s'il parvient à entrer au conservatoire, c'est ce qu'il fait, mais là il est handicapé par son physique. Il a un physique un peu atypique. À l'époque, le jeune premier, c'est Gérard Philippe, qui a un visage parfait, symétrique, ou Jean Marais, voilà, des visages très classiques. Bébel, il a ce nez cassé, il a un visage avec du chien, comme on dit, et notamment un des très grands comédiens de l'époque, Pierre Dux, qui est l'un de ses professeurs au conservatoire, lui dit, écoutez, avec votre tête, vous aurez certainement une carrière de second rôle, mais vous ne pourrez jamais prendre une femme dans vos bras à l'écran, personne n'y croirait. Au conservatoire, en revanche, il se fait toute une bande d'amis. Il rencontre au conservatoire Marielle, Rochefort, Bruno Kremer, Pierre Vernier, qui sera plus tard dans les Brigades du Tigre, et une femme, Françoise Fabian. En 1956, Jean-Paul Belmondo, comme ses camarades, doit monter sur scène pour ce qu'on appelle le concours de sortie du conservatoire. Et pour tous ces jeunes comédiens, c'est un moment très important de leur carrière. C'est vital parce qu'à l'époque, le concours du conservatoire, c'est l'entrée vers la comédie française. Donc si on l'a, on devient presque un fonctionnaire, et si on l'a pas, on se retrouve un petit peu nulle part. Ça se passe pas très bien. Il joue 2 extraits, Amour et piano de Feydeau et Les fourberies de Scapin. Alors le public rit, il y a un public, mais ses profs le trouvent désinvolte, on dirait maintenant un peu branleur, parce qu'il avait son style gouailleur très très différent des acteurs classiques. Et du coup, contrairement à ses copains, il n'obtient pas de prix. Mais il est porté en triomphe par ses copains, justement, comédiens, enfin apprentis comédiens, parce que la salle rit, on le trouve déjà génial, même s'il ne plaît pas à l'institution. Là, il fait un bras d'honneur carrément au jury. Belmondo, il a toujours fonctionné à l'adrénaline, et toujours en bande, donc oui, il fait un bras d'honneur comme on peut l'imaginer. Malgré tout, il est blessé par ce résultat. Il est extrêmement blessé parce qu'il vient quand même d'une famille où les études c'est important, il a été viré enfant de l'école alsacienne, il a connu quand même beaucoup d'échecs scolaires. Et là, pour ses parents, c'était un peu la dernière chance, et il ramène même pas de prix important. Par rapport à sa famille, il l'aura beaucoup regretté. Son début de carrière va être du coup plus compliqué ? Il travaille, il joue, mais effectivement, ce sont des petits rôles, des seconds rôles. Alors, il est repéré un peu par le public parce qu'il fait rire, il a déjà ce bagou incroyable, mais il ne perce pas. À cette période, il rencontre celle qui va devenir sa première épouse. Il rencontre une jeune danseuse, Élodie Constant, qui a déjà un enfant.
Il va avoir 2 autres enfants, dont Paul, qui deviendra notamment coureur automobile et acteur. Voilà, ils vivent un petit peu comme un couple bohème pendant plusieurs années. En 1958, à la fin de l'été, le 25 août, Jean-Paul Belmondo est approché par un tout jeune réalisateur dans une rue de Paris. Oui, il a 25 ans, Belmondo, et effectivement, il croise Jean-Luc Godard, qui le connaît. Jean-Luc Godard n'est absolument personne. En plus, c'est un pur intellectuel, très cérébral. C'est pas du tout le genre de personne avec qui Belmondo aurait pu être copain. Mais Godard lui dit je vais tourner un court-métrage, faisons des essais. Dans ma chambre, Belmondo trouve ça un peu bizarre d'ailleurs. Il va tout de même faire cet essai, ça va être le début d'une histoire. Il tourne donc ce court-métrage. Le mois suivant, il est obligé de partir en Algérie pour faire la guerre pendant 3 mois dans un régiment. Il dira plus tard que cela a été le pire moment de sa vie. Et à son retour, Jean-Luc Godard le fait tourner à nouveau dans un film au scénario vraiment très mince. Oui, on dirait aujourd'hui que ça tient sur un ticket de métro. C'est les débuts de la nouvelle vague. Godard a une idée, c'est un jeune Français très libre, qui est quand même un gangster, qui a fait un coup en tout cas, et qui va traverser la France, et puis qui va rencontrer une Américaine. C'est une histoire d'amour, jouée par Jean Seberg. Ça repose beaucoup sur l'improvisation, donc à la fois quelque chose que Belmondo ne connaît pas, et en même temps qui va le porter, parce que Belmondo a un sens de l'improvisation inné. Donc il va y avoir une grâce sur ce tournage, mais qui a été très compliqué, puisque Jean Seberg, elle, avait tourné notamment avec Otto Preminger. C'était une actrice hollywoodienne à ce moment-là, donc elle était complètement paniquée. Et d'ailleurs, au début du tournage, Belmondo lui dit « T'inquiète pas, ce film, il va jamais sortir tellement c'est n'importe quoi ». Ce film, ce sera à bout de souffle. À quoi est-ce qu'il ressemble ? C'est un film en noir et blanc, un peu comme un road movie. Au début du film, le personnage de Belmondo s'appelle Michel Poicart, et il remonte depuis Marseille jusqu'à Paris. Et sur la route, tout d'un coup, il se tourne vers la caméra et il se met à parler directement au spectateur et à l'insulter. Il y a cette réplique magnifique. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Et c'est une liberté, une insolence absolue qui est d'une énergie extrêmement communicative. Comment est accueilli ce film ? Il est accueilli extrêmement bien par la critique, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en quelques jours, Belmondo va devenir l'équivalent de Brigitte Bardot pour les hommes, parce qu'il a comme ça une dégaine de Titi dans ce film. Il a un culot phénoménal, il a une gueule, une vraie gueule, et du coup, les Français et les Françaises s'entichent de ce côté voyou totalement attendrissant et charmant, prêt à tout, en même temps d'une tendresse folle. Évidemment, ça va lui ouvrir des portes. Oui, alors c'est le premier Belmondo qui est l'icône de la nouvelle vague, notamment à travers un deuxième film qui va tourner quelques années plus tard avec Godard, Pierrot le Fou, qui est encore une histoire de rebelle, de gangster, mais Pierrot le Fou est en couleur cette fois. C'est un film très pop, c'est l'époque du pop art, il est peinturluré en bleu, c'est une sorte d'Indien dans la ville moderne, et puis cette fois c'est Anna Karina, mais c'est encore une histoire d'amour impossible, folle. Pourquoi t'as l'air triste ? Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments. Et que toi on peut pas avoir de conversation. Jamais d'idées, toujours des sentiments. C'est pas vrai, il y a des idées dans les sentiments. Il va tourner aussi avec Melville, un film en noir et blanc, donc Melville qui est pas de la nouvelle vague mais qui est un cinéaste très exigeant, un cinéma d'auteur puisqu'il joue le rôle d'un curé et il est extraordinaire. Plus tard, il jouera aussi avec René, avec Louis Malle. C'est un Belmondo très cinéphile. En 1964, il est à l'affiche de L'Homme de Rio, réalisé par Philippe de Broca. C'est un tournant vers un cinéma beaucoup plus commercial. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que Philippe de Broca était l'assistant avant de François Truffaut. Il vient lui-même de la nouvelle vague, c'est une sorte de poète surréaliste, sauf que c'est un cinéma beaucoup plus physique. Et ça va être le début des cascades. Dans L'Homme de Rio, il joue un personnage qui va chercher sa fiancée qui a été enlevée donc jusqu'au Brésil, mais il court tout le temps, il ne s'arrête pas, c'est incroyable. Agnès ! Notre prochaine escale sera l'aéroport de Rio de Janeiro. Rio ? Rio ? Brésil ! Ça ne te dit rien ? Le Brésil. Et pourquoi on m'enlèverait pas, moi ? Je ne sais pas. À cette période, sur le tournage des Tribulations d'un Chinois en Chine, il tombe amoureux d'une certaine Ursula Andress.
Alors effectivement, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, c'est tourné vraiment juste après L'Homme de Ruo pour surfer sur le succès. C'est pas une suite, mais c'est le même esprit. Et là, il y a une actrice sublime qui est Ursula Andress. Finalement, elle a aussi quelque chose de... Elle a beaucoup de cran, elle a peur de rien, elle non plus, elle a un jeu un peu arrogant, un peu agressif. Ils vont se trouver, donc ça va casser le mariage de Belmondo qui va vivre toutes les années suivantes avec Ursula Andress. En 1969, l'autre grande star du moment, Alain Delon, lui propose de jouer dans un film avec lui. C'est le fameux Borsalino de Jacques Deray qui sera le cinéaste qui va l'accompagner après pendant toutes ces grandes années de cinéma populaire. Et effectivement, c'est les deux stars du cinéma français à leur sommet dans un polar qui va être un énorme succès, qui est tourné à Marseille. Dis donc, il y a un autre coup qu'on pourrait faire tous les deux, là, du même genre que les poissons, mais en plus grand. Explique. Poli. Quoi, Poli? La boucherie. Ça m'intéresse pas, la boucherie. Pourquoi? J'aime les bouchers. Là, on entre vraiment dans le mythe. C'est plus du tout le Belmondo un peu avant-gardiste ou nouvelle vague. C'est le successeur de Gabin. En 1974, il est à l'affiche d'un long métrage d'Alain Resnais, Stavisky. D'abord, de quoi ça parle d'un mot? Ça parle d'une affaire politique avec un espion, une histoire vraie. Mais ce film, qui est un petit peu oublié aujourd'hui, marque un tournant assez amer d'ailleurs dans sa carrière. Belmondo, les années précédentes, avait vraiment continué à faire à la fois des films un petit peu nouvelle vague et puis des films populaires. Et Stavisky, il y croyait beaucoup. C'est un cinéma exigeant d'Alain Resnais et le film est un échec absolu, un échec critique. Il est même sifflé à Cannes. Et Belmondo dit « c'est fini, je n'en veux plus de ce cinéma-là ». Et à partir de là, il va mettre en place un système où il devient d'ailleurs souvent coproducteur de ses films, qui va amener à tous ces grands succès populaires des années 70 et du début des années 80. Qu'est-ce qu'on peut citer par exemple? Il y a Peur sur la ville qui va être le début des très grosses cascades. Alors c'est un film assez violent en même temps, mais voilà, un polar à la française complètement fou. Enfin, un policier à coups de couteau, est-ce que c'est sérieux, hein? J'ai frappé personne. Et ça? Et c'est pas à moi, ça. Oui. Mais il y a tes empreintes dessus maintenant. Il y a Flic ou voyou dans cette veine-là. Il y a Le Professionnel, L'As des As. Hébergeriez-vous pour la nuit un orphelin sans défense? Mais bien sûr. Bon, bonsoir bonhomme. Toi, tu vas dormir chez Michelot, il est à l'étage. Allez, débrouille-toi. Qui va être un sommet où il retrouve Gérard Houry. Et puis tous ces films, le Marginal, Les Morphalous. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. À ce moment-là, il est au sommet de sa gloire. C'est une icône absolue. Il faut savoir que sur les affiches, il y a juste marqué Belmondo. Le nom du film étant petit, le nom du réalisateur apparaît à peine. Le film sort toujours au moment des vacances de la Toussaint, à la veille, parce que c'est là où le public familial va le voir. Et effectivement, on attend le bébel de l'année. Comment ses parents, notamment son père, sculpteur, perçoivent, vivent l'énorme succès de leur fils? Alors avec sa mère, il a un lien très très fort, il l'emmenait souvent déjeuner, même seul. Avec son père, c'est beaucoup plus compliqué. Son père était un sculpteur très exigeant qui admirait beaucoup plus le théâtre que le cinéma populaire. Et pendant toutes ces années, son père lui a dit « Mais mon fils, c'est bien, mais quand est-ce que tu vas revenir à ton vrai métier, le théâtre ?» Au niveau personnel, Jean-Paul Belmondo et Ursula Andress se séparent. Il vit une nouvelle longue histoire d'amour avec une actrice brésilienne, Carlos Sotomayor. Et concernant sa carrière, Yves Jéglé, à cette période, Bébel commence à lasser. Ses films ont moins de succès. Oui, parce que c'est toujours la même recette. Vraiment, chaque année, il y a le même polar. On est au tournant des années 80, le public change, ça va être l'arrivée de Luc Besson dans le cinéma, le rythme va changer, le rythme va être beaucoup plus clip, c'est l'arrivée des vidéoclips comme on disait. Et effectivement, le cinéma de Bébel devient le cinéma de papa, un petit peu à l'ancienne, qui va cesser de marcher d'un coup. En 1987, Le Solitaire est un flop. Après cet échec, il décide de remonter sur scène pour la première fois depuis plus de 25 ans. Il doit jouer au théâtre Marigny, dans une pièce de Jean-Paul Sartre, Keane. Et c'est ce que vous nous racontiez au début de cet épisode. Yves Jéglé, Belmondo est rongé par le trac. Il file au volant de sa Ferrari sur l'autoroute de l'Ouest. Que fait-il ensuite? Il est à fond la caisse sur la route et il revient à la raison. Il se dit « Mais non, il y a toute une salle pleine, on m'attend pour la première, c'est mon grand retour, je ne peux pas laisser tomber le public. » Et il fait demi-tour. Donc c'est un peu la folie. Il arrive à tombeau ouvert et puis il entre sur scène. À 21h au théâtre de Marigny, comme prévu finalement,
le rideau se lève. L'enjeu est considérable pour lui de manière très intime. 28 ans après sa dernière apparition sur scène, où il n'était d'ailleurs pas premier rôle, à ses débuts, là il revient en majesté. Après un échec au cinéma, il joue beaucoup de sa vie. On peut comprendre qu'il ait eu, pour la première fois, très peur. Parce que finalement, si cette pièce n'avait pas marché, peut-être que Belmondo, en 87, c'était terminé. Mais c'est tout le contraire qui va se passer. Monsieur King, vous n'êtes qu'un ingrat. Le pauvre théâtre, monseigneur. Eh bien, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, ce sera le mot de la fin. C'est un succès énorme. Les gens, le public est fou de joie de le voir, presque au point de pouvoir le toucher. C'était une idole, Jean-Paul Belmondo. La pièce est une pièce qui le touche énormément, qui parle d'un comédien shakespearien du 19e siècle qui a réellement existé. Une pièce de Alexandre Dumas adaptée par Jean-Paul Sartre. Donc il incarne un comédien, il redevient pleinement comédien, puisque c'est au cinéma qu'on dit plutôt acteur. La pièce affiche complet et c'est au Marigny, le grand théâtre privé parisien. C'est vraiment quelqu'un qu'on croyait être KO et qui, juste avant d'être compté 10, finalement gagne le combat. Je ne pensais pas quand même me casser la gueule, mais je ne pensais pas avoir un triomphe pareil. Et ça a été 9 points de triomphe et ce final-là m'a bouleversé. Est-ce que le succès de ce soir signifie que Jean-Paul Belmondo sera désormais d'abord un acteur de théâtre? Vous savez, pendant 10 ans de ma vie, j'ai joué au théâtre. Et puis c'est vrai, le succès, des fois la paresse, la peur m'ont fait que je suis parvenu plus tôt. Il a un regret, c'est que son père n'a pas pu voir ça. Parce que son père est mort 8 ans avant et donc effectivement n'est pas là pour ce qui est sans doute le succès qu'il aurait le plus apprécié chez son fils. Son père n'était pas du tout fanat de Godard et de la Nouvelle Vague et n'aimait pas plus les polars ou les comédies ultra commerciales des années 70, alors qu'un grand rôle au théâtre, je pense qu'il se serait dit « là tu as réussi ». Parmi ceux qui viennent le voir au Théâtre Marigny, il y a le réalisateur Claude Lelouch. Oui, Claude Lelouch qui aime toujours réveiller, ressusciter un acteur qui aime les histoires humaines et qui va se dire « mais il est si fort dans cette pièce, il a un peu vieilli alors que Belmondo n'est pas si vieux que ça, mais il a atteint la cinquantaine, il fait plutôt un peu plus ». Et Lelouch se dit finalement il est prêt pour jouer un tout autre rôle. Qu'est-ce qu'il lui propose comme rôle ? Lelouch lui propose Itinéraire d'un enfant gâté, qui est finalement un peu l'histoire de Belmondo d'une manière complètement fictive, mais qui est, certains disent, son plus beau rôle au cinéma, avec sûrement le Magnifique, c'est-à-dire l'histoire d'un homme qui a tout réussi dans sa vie, qui n'en peut plus, et qui va faire croire qu'il a disparu pour se réinventer, qui va partir au bout du monde, qui va disparaître. Et il joue avec Richard Anconina. Oui, Richard Anconina, qui est l'acteur qui monte à ce moment-là, qui a joué dans Ciao Pantin, donc c'est un acteur très médiatisé. Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire 2-3 choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. Tu es prêt? Tu es bien concentré? Oui, bien. Tu sais que ton père était avec le petit pompiste avant? Tu vois? Non, mais... Ah bah, non, ça doit pas t'étonner. D'accord, oui. Bah, non, mais là, c'est... Bah oui, c'est étonnant, mais ça doit pas t'étonner. D'accord. Là, t'imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste. Ah ben voilà, comment tu recommences. Vous n'avez pas un autre exemple plus... Non, mais c'est un exemple saisissant. D'accord, mais celui-là, il est saisissant. Alors, tu te reconcentres. Ok. Tu sais que tu ressembles au Christ. Voilà, cœur plongé. Il faut que je ne fasse rien? Tu ne fais rien. Presque l'œil lointain même, tu vois. Un peu endormi Pas trop. Rien. D'accord. Là, allez-y, là, parce que je le... Non, je te dis rien, c'est ça qui doit t'étonner. J'ai senti un petit étonnement dans ton œil. Oh, non, ça m'étonnerait, là. J'ai fait comme vous m'avez dit, là. Tu sais que tu me plais bien, toi. Voilà. Mais oui, mais je sais pas si... C'est ça, la chose étonnante. C'est gênant, parce que je sais pas si vous êtes dans le test ou... Ah non, on est dans le test, hein, reste. Oui, non, mais vous me dites... Oui, mais ça devrait pas t'étonner. Oui, d'accord. Bon. Énorme succès populaire et critique. Oui, c'est un film pour lequel, je pense, tous ceux qui l'ont vu gardent une énorme tendresse, parce que finalement, c'est un film magnifique sur l'envie de se réinventer complètement, que tout n'est pas fini quand on a des cheveux blancs, et qu'on peut vivre des choses folles quand, a priori, vous devez plutôt vous préparer à la tranquillité dont Belmondo ne voulait pas, ni son personnage.
En 1993, le 31 octobre, la fille aînée de Jean-Paul Belmondo, Patricia, meurt dans l'incendie de son appartement rue de Rennes à Paris. Pour ne pas sombrer, le soir même, il choisit de monter sur scène, d'assurer une représentation, un drame dont il a très peu parlé en dehors de sa sphère privée. Yves Jéglé, en 2001, après une première alerte, un premier malaise important en 1999, il est victime d'un accident vasculaire cérébral qui va beaucoup l'handicaper, le priver de la parole pendant un temps, mais au prix de beaucoup d'efforts, de rééducation, il va réussir à parler de nouveau. Et vous, Yves, vous le rencontrez en avril 2015. D'abord, il est comment quand vous le voyez ? Il est magnifique. Il est diminué, mais j'étais très nerveux et très ému, parce que c'est quand même le monstre sacré avec Delon. Et il arrive à me faire rire tout de suite, puisque j'ouvre la porte et on m'avait dit « Attention, il n'est pas facile à comprendre, il parle très doucement à cause de son AVC. » Et puis il me tend la main gauche en me disant « Mon bras droit est mort, mais voilà. » Et il me serre la main bien fermement en se marrant. Du coup, il brise la glace tout de suite. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est sa bande, son environnement. Puisque à l'époque, il n'avait pas de compagne, mais je vois des gens autour de lui dans l'appartement. Donc il y avait Alain, son frère, qui est presque son jumeau, qui était son producteur. Il y a Charles Gérard, son acteur, qui est l'ami de toujours. Et puis je vois un vieux monsieur qui me fait un clin d'œil et Belmondo me dit « Ah, lui, c'était le maquilleur. » Et je lui dis « Comment ça, le maquilleur ?» Il me dit « Mais oui, on continue, c'est mes copains. » Et ce qui était fou, c'est que le maquilleur avait exactement le même rang que les autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de premier rôle, il n'y avait pas de star. Et ça, c'était merveilleux à regarder. Et s'il vous reçoit, c'est pour parler de l'œuvre de son père. Belmondo a toujours été d'une fidélité extrême à sa famille. Son père a été un sculpteur oublié, qui n'a pas eu, selon son fils, qui n'a jamais eu la carrière qu'il aurait dû avoir, et notamment la postérité. Et du coup, un musée a été créé à Boulogne-Billancourt en l'honneur de ce père. Et il trouvait que le musée, on n'en parlait pas assez. Donc voilà, il m'avait reçu parce que j'écrivais sur ce domaine, l'art, et il voulait absolument défendre l'œuvre de son père. Yves Jéglé, Belmondo, qui a longtemps été pris de haut par une partie de la critique et du milieu du cinéma français, est célébré de son vivant pendant la cérémonie des Césars en février 2017. Mesdames, Messieurs, Jean-Paul Belmondo. C'est un moment très important et magnifique pour lui, puisqu'il est entouré par la bande du conservatoire, ses vieux amis. On a revu là une photo avec Françoise Fabian, donc, qui était la seule fille de la bande, qui lui tient les joues, qui est très émue elle-même. Et puis c'est un courage inouï parce que tout le monde le pensait vraiment fini dans les années 2000. Il a fait un travail énorme pour retrouver une élocution. Et d'ailleurs, il fait face au public, à la grande famille du cinéma comme on dit. Et il dit, mais pour moi, être là, c'est la preuve du plus grand courage que j'ai. C'est-à-dire que Belmondo n'a jamais eu peur de rien. On pensait qu'on allait se moquer de lui. Des gens lui disaient de ne pas tourner en 2008 Un homme et son chien, le dernier film qu'il a fait où il était très amoindri, mais lui voulait prouver qu'il pouvait encore jouer. Et là, il vient affronter le public des Césars pour dire « Je suis toujours là et je serai là jusqu'au bout ». Ces films que vous avez vus ont pu se faire grâce à ma mère. Tout jeune, quand je allais au théâtre, tout le monde trouvait que j'avais une sale gueule. Alors, une fois ça va, 2 fois ça va, 3 fois non. Alors ma mère m'a dit, tu dois être comme ton père, avoir du courage. Et je n'ai jamais manqué de courage, ce qui fait que je suis là. Voilà. Merci Yves Jéglé. Vos articles en hommage à Jean-Paul Belmondo sont à lire sur leparisien.fr et dans un hors-série exceptionnel du Parisien, 68 pages, Bébel, le bien-aimé, en vente chez les marchands de journaux. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Thibault Lambert, Sarah Amni et Timothée Croizan-Cessina. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.